Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir chez vous, c'est selon. Bienvenue sur le plateau de votre émission consacrée essentiellement au processus électoral. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer essentiellement aux élections législatives. Qu'est-ce qu'une élection législative? Qui peut être candidat aux élections législatives? Avec quelles conditions? Autant de questions qui seront posées à nos deux experts qui sont sur le plateau, que je m'en vais vous présenter. À ma droite, nous avons Maître Maré Adama, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes greffier en chef. Oui, c'est bien ça. Et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Monsieur Maré. Nous avons à ma gauche Monsieur Bado, bienvenue. Claude, vous êtes magistrat. Soyez aussi le bienvenu sur notre plateau. Tout de suite, à vous, Monsieur Bado. Qu'est-ce qu'une élection législative, pour commencer? Merci. Je dirais pour faire simple qu'une élection législative est un mode par lequel le peuple désigne ses représentants qui sont appelés à siéger dans une assemblée qu'on appelle le plus souvent Assemblée nationale ou Parlement. Alors, M. Bado, qui peut être candidat aux élections législatives au Burkina Faso? Alors, peut être candidat aux élections législatives au Burkina Faso la personne qui remplit d'abord les conditions pour être électeur et à cette condition vient s'ajouter d'autres conditions spécifiques et propre à l'élection donc législative. Alors, pour ça, je crois que pour être électeur au Burkina Faso, il faut avoir au moins 18 ans, donc à la date du scrutin. Il faut être burkinabé, il faut être inscrit sur une liste électorale. Il faut n'être pas dans un cas donc d'inéligibilité prévue par la loi. Et puis, il ne faut pas avoir aussi un empêchement prévu en tout cas par le code électoral. Alors, de manière spécifique, qui peut être considéré comme exclu de cette compétition, M. Maré? Pour cette élection, comme pour toute élection, il y a les personnes dont une décision de justice a privé les droits d'être éligibles. Le juge peut, au cours d'une procédure, décider que telle personne perd ses droits pour être élu à une élection ou plus généralement il perd ses droits civiques. Il y a également les personnes qui sont condamnées pour des infractions liées aux élections. Il y a également les personnes qui sont pourvues d'un conseil judiciaire. Il s'agit peut-être sûrement des personnes qui sont assistées. Il y a des personnes qui, pour des raisons de vieillesse, pour des raisons mentales, sont assistées par certaines personnes, donc ils ne sont pas totalement libres. Voilà, donc ces personnes sont exclues, ne peuvent pas être candidats. Est-ce qu'il peut y avoir des exemples précis? Est-ce que quelqu'un qui a commis une infraction, laquelle, etc. En ce qui concerne par exemple les personnes pourvues de conseil judiciaire, quelqu'un par exemple qui ne joue pas de toutes ses facultés, qui est placé, il a un tuteur qui l'assiste, voilà, soit parce qu'il est un peu... il ne joue pas de toutes ses facultés intellectuelles, morales, bon, donc ça fait que ces personnes-là, on ne va pas les laisser être candidats. Parce que lui-même, pour pouvoir prendre des décisions dans sa vie, souvent concernant ses biens, il faut quelqu'un pour lui dire ce qu'il doit faire. Donc ça sera un peu compliqué de permettre à ces personnes-là d'être éligibles. Dans quel cas parle-t-on d'incompatibilité? Et l'incompatibilité est différente. Parce que dans l'incompatibilité, vous pouvez être député à la condition que vous abandonnez les activités, les tâches qu'on estime qu'elles sont compatibles avec la mission des députés. Par exemple, vous ne pouvez pas être fonctionnaire en même temps député. Il y a une incompatibilité. Soit vous prenez une disponibilité, soit vous démissionnez pour exercer le mandat des députés. Et également les gérants des sociétés financières, telles que les banques, les sociétés d'assurance, les gérants des caisses populaires, tous ceux qui manient l'argent. Et c'est incompatible. Mais il y a une exception, les professeurs titulaires à l'université, notamment les spécialistes médecins, eux, ils peuvent cumuler les fonctions, parce que c'est des fonctions de haut niveau, et souvent c'est des fonctions qui sont rares. Voilà, donc pour eux, on leur permet de garder, sinon il y a des incompatibilités. Monsieur Bado, concernant les conditions de nationalité, il me semble qu'il y a une certaine différence entre les élections
les conditions pour être candidat aux élections présidentielles par rapport aux élections législatives. On parle du côté présidentiel d'être burkinabé, né de parents eux-mêmes burkinabés, mais ce n'est pas tellement le cas. Quelle est la différence exacte et pourquoi y a-t-il cette différence pour le cas des élections législatives? Voilà, je dirais donc d'abord pour les élections, qu'il s'agisse donc de présidentielles ou législatives, la première des conditions c'est d'être burkinabé. Maintenant pour les élections présidentielles, exclusivement il faut être burkinabé et des parents eux-mêmes burkinabés. Maintenant pour les élections législatives, on a estimé que cette exigence n'était pas absolue. C'est une considération politique qui a fait qu'on permet aux étrangers qui ont été naturalisés depuis un certain temps, notamment 10 ans, de pouvoir être candidats aux élections législatives. Alors on voit aisément que la fonction donc de député, le député est élu pour aller siéger dans une assemblée. Alors donc son influence n'est pas aussi grande que le chef de l'État qui est une personne qui agit en son nom propre à titre individuel, au nom du peuple. Maintenant, le député, lui, il va siéger dans une assemblée appelée Assemblée nationale ou Parlement. Il travaille à travers des votes, alors que le président peut prendre des actes qu'il signe individuellement, notamment les décrets présidentiels. Donc, on a estimé qu'un étranger qui a été naturalisé il y a au moins 10 ans peut être candidat à l'élection législative sans que cela puisse constituer des situations de risque majeurs. On pense d'ailleurs que s'il s'intéresse à l'élection législative pour aller contribuer à l'animation du Parlement, c'est qu'il a des compétences à faire valoir, des expériences, des qualités à partager avec le peuple burkinabé, donc il est devenu un national par la naturalisation. Voilà. On peut devenir aussi burkinabé par le mariage. Par exemple, quelqu'un qui n'était pas burkinabé, qui est installé ici, qui s'est marié à un homme ou à une femme selon son sexe, donc il devient burkinabé par le fait du mariage, et les mêmes conditions donc de 10 ans s'appliquent à ces personnes qui peuvent plus tard se présenter à des élections législatives et qui éventuellement pourraient être élus et siéger à l'Assemblée nationale. Monsieur Bado, pour le citoyen qui aimerait se présenter comme candidat pour les élections législatives, quelle doit être la composition du dossier qu'il doit fournir? Alors, en ce qui concerne le dossier du candidat à l'élection législative, alors pour identifier d'entrée de jeu la personne qui est candidate, tout commence par son extrait date de naissance ou son jugement supplétif tenant lieu d'extrait date de naissance. Il y a aussi le casier judiciaire de la personne qui doit dater d'au moins de 3 mois. Il y a le certificat de nationalité. Il y a un certificat à travers lequel la personne qui se porte candidat certifie effectivement qu'elle est candidat à l'élection législative. Il y a enfin, s'il s'agit de partis politiques ou en tout cas de tout autre regroupement donc autorisé à compétir, il y a une attestation délivrée par la structure qui peut être un parti politique ou formation politique réunie ou encore un groupe de personnes donc qui atteste que telle personne est candidat à l'élection. Donc voilà donc les pièces minimales qu'il faut dans le dossier des candidatures pour l'élection législative. Et tout ce dossier-là, où est-ce qu'il faut le déposer? Alors le dossier dûment constitué est déposé au secrétariat général de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis qui en délivre récépissé, qui atteste donc que le dossier a été reçu. Voilà. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'une attestation d'investiture au cas où le candidat est investi par son parti. Est-ce que dans ce cas-là, une candidature, je dirais unique, si on peut le dire ainsi, ou une candidature indépendante est permise? La modification de notre code électoral qui est intervenue le 7 avril 2015 a apporté un certain nombre d'innovations. Et ces innovations, entre autres, portent sur l'admission des candidatures indépendantes. C'est vrai que l'ancien code, même non modifié, avait cette option pour les élections présidentielles. Maintenant, l'innovation qui est intervenue donc en avril 2015 a fait que pour les élections législatives et même pour les élections locales, on peut se présenter dorénavant en indépendant
Mais dans tous les cas, les indépendants vont à eux seuls constituer une liste à part, une liste d'indépendants qui va venir s'ajouter à la liste des partis politiques ou des formations politiques pour aller à la compétition donc, des sièges électoraux. Alors parlons maintenant de la campagne. À quel moment commence la campagne officiellement pour les députés? En ce qui concerne les députés, la campagne est ouverte 15 jours avant le jour du scrutin. C'est-à-dire que si la date des législatives est connue, il faut que l'élection commence 15 jours et s'arrête le dernier jour à 0 heure. Alors, mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause pour suivre le micro-trottoir que nous avons réalisé. La question a été posée aux citoyens, à savoir quelles sont les qualités que doit avoir un député. Suivez avec nous. Quelles compétences doivent avoir les députés qui seront élus? Si on institue au moins au minimum le bac, je pense que les lois seront quand même bien discutées à l'Assemblée. Pour que quelqu'un même rêve déjà au poste de député, déjà il faut qu'il puisse avoir une licence en droit. Voilà, là déjà il a une notion des lois. Parce que quand il prend les lois, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple. Et il faudrait qu'il sache en réalité quelle décision prendre. Avoir de bonnes connaissances, un bon niveau intellectuel et un député qui sait vraiment écouter vraiment sa population et ne prend pas d'abord en considération les affinités politiques. On n'est pas député qui veut, mais qui peut. Parce qu'on pense que la vie d'une nation repose d'abord sur le Parlement. Et aujourd'hui, il faut quand même que nos futurs députés aient au moins un niveau intellectuel très élevé pour pouvoir diagnostiquer sans complaisance et tout ce qui quand même requiert de la vie des nations. Mais que ce soit des gens lucides et prêts à savoir que c'est le peuple qui les a mis là et qu'ils doivent agir en conséquence de ceux qui les ont mis à cette place-là. Les députés normalement doivent avoir au moins un niveau maîtrise et dans différents domaines, en économie, surtout sur le plan juridique. Il faut être à mesure de pouvoir vraiment lire les textes, comprendre, pour pouvoir vraiment nous défendre. On a beau être compétent, si on est encore dans la duplicité, comme ça se fait, on a l'habitude de voir, j'ai comme l'impression qu'on ne pourra jamais atteindre le développement. Donc je crois que, je ne sais pas si c'est de la compétence, mais l'honnêteté, la sincérité, et puis voilà, pour être en phase avec les réalités. Je pense qu'il faut vraiment des gens qui ont des valeurs morales, qui ont un respect de la chose publique, qui ne viennent pas vraiment pour s'enrichir. Ils doivent prendre en compte les aspirations du peuple. Voilà, retour sur le plateau. Les citoyens ont réagi et je voudrais donner l'occasion à nos invités de réagir à chaud sur ce qu'ont dit nos citoyens lors du micro-trottoir. Monsieur Maré, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit? Il a été question de certaines valeurs morales, d'intégrité, de niveau. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Oui, c'est un micro-trottoir, donc il y a eu plusieurs points de vue, mais je crois que dans l'ensemble, les gens veulent que les députés, pour tenir compte de nos contextes, ceux qui seront élus maintenant, là, soient des députés qui sont irréprochables sur le plan moral et qui aient un certain niveau intellectuel afin de mieux comprendre leur mission et de mieux comprendre le processus d'adoption des lois et de mieux comprendre les lois eux-mêmes votent. Lorsque nous avons égrené les conditions à remplir, on ne voit nulle part la question du niveau d'études, nulle part la question de, bon, peut-être un peu les valeurs morales. Pourquoi est-ce que noir sur blanc, il n'y a pas ces dispositions dans les conditions? Oui, je dirais que dans un tout premier temps, la première assemblée qui a siégé donc, au Burkina avec les vents de la démocratie, dans cette assemblée, on a eu des gens qui étaient véritablement analphabètes. Donc, il n'y avait pas de condition de niveau d'études, par exemple, pour être élu député. Mais c'est au fur et à mesure que l'on comprend que être à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour aller y siéger juste pour lever la main lorsque son groupe parlementaire lève la main. Donc, les gens ont compris que non, il faut un minimum de discernement individuel pour, en tout cas, siéger utilement à l'Assemblée nationale. C'est ainsi que l'on recommande que les députés aient un certain niveau. Maintenant, le niveau minimal qu'il faut pour aller à l'Assemblée nationale, vous voyez que les gens ne s'accordent pas à travers l'interview. Il y a une personne interviewée qui a parlé de bac, oui. Une autre a parlé de maîtrise. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on pourrait même ne pas s'accorder facilement sur le niveau à avoir.
Bon, ça pourrait être aussi la licence, pourquoi pas. Mais déjà au niveau bac, c'est un niveau assez acceptable, voilà, pour que le député puisse lui-même très bien comprendre les textes qu'il aura à apprécier plus tard, à voter en assemblée. Il faut qu'il comprenne. Maintenant, les valeurs donc morales du député, c'est vrai que quand j'ai parcouru le code électoral, ça ne ressort pas de façon très très claire comme ça, mais le bon sens nous invite quand même à accepter qu'un député, si vous voyez qu'on ne veut pas de la personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale, notamment de condamnation aussi qui l'aurait privé de ses droits civiques et politiques, on ne veut pas les personnes qui ont fait l'objet par exemple de condamnation pour fraude électorale. Ça veut dire quelque part, même si ce n'est pas dit de façon expresse, on s'attend à avoir quand même comme candidat des personnes qui ont des valeurs morales. Voilà, c'est à ce titre que, élu député, on va pour représenter les siens donc, dans une assemblée qu'on appelle Parlement, Assemblée nationale. Donc c'est pour dire que même si on ne voit pas cela transparaître de façon très claire dans les conditions pour être candidat à l'élection donc législative, alors il va de soi que le bon sens, c'est pourquoi nous avons, pour l'élection présidentielle, la loi a donné compétence au Conseil constitutionnel de passer par tout moyen approprié pour vérifier les candidatures afin de les valider. Donc si le Conseil constitutionnel estime qu'une personne n'est pas de bonne moralité, il le fera savoir à travers une décision et puis donc pourra écarter utilement sa candidature. Mais est-ce qu'il ne faut pas codifier les conditions un jour ou l'autre pour que quand même on ait des députés qui aient un certain niveau, un minimum de niveau d'instruction? Les dirigeants sont à l'image des peuples. La majorité de nos États, particulièrement notre pays, est analphabète. Donc, peut-être qu'il faut mettre l'accent, comme on a commencé à le faire déjà, sur ce qu'on appelle les assistants parlementaires. C'est des gens qui ont un certain niveau, qui sont là, qui sont affectés dans les différents groupes parlementaires, qui font un travail préparatoire. Voilà, ils mettent à la disposition les documents, ils font des recherches. Voilà. Donc, sinon, il est souhaitable qu'on relève le niveau. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les assistants parlementaires qui n'existaient pas il y a 10 années passées. Hein. Voilà, donc c'est déjà une avancée. Mais je crois qu'il faut avoir le courage d'aller plus loin en fixant on appelle ça, un niveau minimum. Et maintenant demander aux responsables des partis de positionner des gens qui ont ce niveau. C'est à ce niveau que se pose le problème. Ce n'est pas au niveau du citoyen. Peu importe, si vous proposez des gens qui n'ont pas de niveau, ils vont les voter. Si vous proposez des gens qui ont le niveau, ils vont les voter. Puisque parmi les gens qui n'ont pas de niveau, comme les gens qui ont le niveau, il y a des gens qui ont les compétences. Il y a des gens qui n'ont pas de niveau, mais ils sont populaires. C'est ça. Il y a des gens qui ont le diplôme, ils sont populaires. Donc ici il y a des conditions, les partis politiques seront obligés de tenir compte de cette donne-là. Et ça va améliorer le travail parlementaire. La question suivante, les attributions du député, puisqu'on sait qu'il doit lire les lois, il doit les comprendre, mais il doit aussi voter les lois. Alors, quelles sont les autres... D'abord, voter les lois, c'est quoi? Et quelles sont les autres attributions du député? Le niveau que doit avoir un député, naturellement, ça fait pas l'objet de doute, ça doit être un niveau assez élevé parce que les députés travaillent avec des textes qui seront plus tard des lois. Le député, il est à l'Assemblée nationale, il a à travers l'Assemblée nationale un certain nombre d'attributions, notamment celle de voter la loi, de consentir l'impôt et de contrôler l'action du gouvernement. Alors commençons par voter la loi. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Voter la loi, c'est d'abord délibérer dans le cadre donc, du Parlement ou de l'Assemblée nationale. Alors il y a des projets de textes qui sont sur donc, les bureaux des députés. Voilà. Et lorsque le projet de texte vient donc du gouvernement, on appelle ça un projet de loi. Ce n'est pas encore la loi. Ce n'est pas encore la loi. Les députés doivent se prononcer là-dessus et lorsqu'ils l'adoptent par un vote, après ça sort sous forme de loi. Maintenant, la loi, comme je l'ai dit, peut provenir du gouvernement. Elle entre au Parlement sous la forme de projet de loi. Maintenant, lorsqu'un texte est proposé par un groupe parlementaire ou par l'Assemblée elle-même ou par un député, on appelle ça une proposition de loi. Voilà, les députés se prononcent là-dessus et ça sort toujours sous la forme donc, de loi. Voilà. Maintenant, ça, c'est une des attributions essentielles donc, des députés.
Et comme vous le voyez naturellement, la plupart donc de ce que nous faisons, c'est sur la base des textes de loi. En tout cas, et puis ça fait que ça va en droite ligne de la notion d'état de droit. L'état de droit, c'est un état qui fonctionne sur la base du droit, de la loi. Et vous comprendrez aisément par là que l'état de droit ne doit pas être l'état de n'importe quel droit. C'est-à-dire la loi doit être une délibération régulière donc, du Parlement, de l'Assemblée nationale, qui obéit à un certain nombre de conditions de fond et de forme. Tout texte présenté n'importe comment ne peut pas être appelé une loi. Voilà. Maintenant, ça c'est une des fonctions essentielles de l'Assemblée nationale, voter la loi. Alors j'ai dit tantôt que la loi pouvait être à l'origine un projet de loi ou une proposition de loi. Maintenant, consentir l'impôt, c'est-à-dire c'est les députés qui vont décider des grandes orientations, donc des principes qui vont permettre de prélever les impôts sur les activités des citoyens. Voilà, donc l'impôt doit avoir une base légale. Voilà, donc c'est les députés qui arrêtent tous ces principes à leur niveau. Et les députés aussi ont cet autre rôle non moins négligeable, en tout cas de contrôler l'action du gouvernement. Voilà, donc le gouvernement, c'est l'exécutif, il a des actions sur le terrain et le Parlement contrôle les actions du gouvernement à travers des questions orales, des questions avec ou sans débat. Et en tout cas, le gouvernement aussi est souvent interpellé devant l'Assemblée nationale. Il va donc défendre un projet de loi ou en tout cas des positions qui peuvent être politiques, puisque à l'Assemblée nationale, forcément, il y a des groupes parlementaires, il y a les partis majoritaires, il y a l'opposition. Voilà, donc l'Assemblée nationale est éminemment politique. À travers ces attributions des députés, l'Assemblée nationale est animée et puis il y a une certaine vie. Et en fonction de la manière dont l'Assemblée nationale fonctionne, on peut y entrevoir un peu les niveaux de démocratie dans un pays. Merci beaucoup, M. Bado. Quand on parle de contrôle, souvent le contrôleur est aussi souvent sanctionneur, si on peut me permettre cette expression. Est-ce que l'Assemblée nationale ou les députés ont les prérogatives nécessaires pour sanctionner le gouvernement ou le président? Ce n'est pas dans ce sens étendu là qu'il faut entendre la notion de contrôle. Seulement, quand le député donne son accord, par exemple pour le budget, et qu'on se rend compte qu'à mi-parcours, le gouvernement revient pour dire qu'il veut qu'on revoie certaines lignes où on ajoute des choses, le député pose des questions, et s'il n'a pas la réponse qu'il veut, il refuse de faire simplement ce que le gouvernement lui demande. Et de la même manière, à travers les questions que les députés posent au gouvernement, si le gouvernement n'arrive pas à poser et à répondre comme le député veut, il tient compte de ça dans les futurs projets de loi, ou bien quand son avis est requis pour sur une certaine loi, une convention liée à ce domaine, il peut refuser. Il ne s'agit pas d'un contrôle judiciaire ou bien un contrôle juridictionnel. Voilà, c'est dans ce sens-là principalement. Quels sont les conseils que vous voudrez donner aux téléspectateurs par rapport au déroulement et au choix qu'ils doivent faire des futurs députés? Le conseil que j'aurais à donner au travers le micro-trottoir que nous avons suivi, on a senti que les citoyens s'attendent à avoir des députés d'un certain niveau. Voilà. Et ils veulent aussi que les députés, une fois à l'Assemblée nationale, s'occupent de l'intérêt général plutôt que des considérations partisanes. Donc, la balle revient dans leur camp. Il faut faire le bon choix. Voilà. Donc, il ne faut pas voter telle ou telle personne pour des considérations qui ne sont pas vraiment utiles pour le bien du peuple. Voilà, on ne voterait pas quelqu'un parce qu'il vous a donné juste quelques billets de banque. On le vote parce qu'on sait qu'il a un projet de société pour le Burkina Faso et que s'il est à l'Assemblée nationale, il y sera utilement à travers sa contribution pour le vote donc, de la loi et puis toutes les autres attributions donc, du député. Donc il faut que les citoyens lui-même soient responsables avant d'exiger en tout cas des députés des comportements dignes et salutaires pour le Burkina Faso. Merci beaucoup M. Bado. M. Maré.
Ce que je voudrais ajouter à ce que M. Badou a dit, c'est qu'il faut que les gens soient plus consciencieux, que le pouvoir leur appartient et que ce n'est pas les députés qui prennent les lois, mais c'est eux qui prennent les lois à travers les députés. Les députés ne sont que des représentants. Donc, il faut mettre du sérieux dans le choix des députés. Parce que la loi peut ne pas être moralement acceptable, peut ne pas être mauvaise ou bonne, mais la loi est la loi. Dura les sed les, comme le dit la formule latine. Ça veut dire que le droit est dû, mais c'est le droit. Donc, c'est au niveau du choix des représentants que tout se passe. Oui. Donc, les députés peuvent proposer des lois qui sont contraires aux aspirations des peuples. Si le peuple n'a pas pris le soin de choisir ceux qui sont à même de transcrire les aspirations. Donc, je demande vraiment aux citoyens de prendre les élections là au sérieux et de faire un vote vraiment en âme et conscience et sans tenir compte de toute autre considération, parenté, financière, ainsi de suite. Voilà ce que je pouvais ajouter. Merci bien, Monsieur Marais. Fidèles téléspectateurs, je pense que ces conseils sont de bon augure. C'est des conseils qui vont nous aider à appréhender les élections dans de très bonnes conditions. Je souhaite que chacun de nous soit prêt pour élire les députés qu'il faut à notre Assemblée nationale. En attendant, je vous donne congé et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir et à bientôt.